les journalistes, au nom de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, et son président, le président Nicolas Bédié-Joubert, vous exprimer tout le monde de reconnaissance pour votre déplacement et commencer la lecture du texte. Je dois dire que ce texte, je vais la porter au nom de la coalition, mais tous ceux qui sont là en tant que président, notamment les trois qui sont autour de moi, pourront éventuellement répondre à toutes les questions auxquelles vous souhaitez nous interroger. Commencer la lecture du texte. Coalition pour la démocratie, la réconciliation. Ah oui, Jeanne? On va voir le cours dedans. On va voir le cours, on va pas avoir... Pourquoi est-ce que je dépose le micro? Oui, c'est bon. Je ne suis pas tout seul. Qu'est-ce qui vous arrange? Je dépose le micro. Déposez le micro. Sans le micro. Non, attraper. Il demande d'attraper. Non, non. Il demande d'attraper. Donc j'attrape le micro. Mais là, je fais qu'est-ce que je fais? Eux, ils ont besoin ça. Je peux les deux, c'est pas c'est les deux, je peux. Ou bien ça vous dérange, deux, ça vous dérange pas, ça ne... On va cacher. Dites-moi ce que je fais. J'attends mes deux micros. Ok. Coalition pour la démocratie. Le deuxième micro là cache le visage. Comment? Le deuxième micro cache le visage. Pas le visage. Oui, cache Et je mets plus loin. Ok, d'accord, ok. Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDAP. Conférence des présidents. Conférence de presse du vendredi 27 décembre 2019. Déclaration jubilaire. Mesdames et messieurs les journalistes, honorables invités, mesdames, messieurs, la conférence des présidents de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDAP, vous remercie d'avoir répondu nombreux à son invitation. La présente conférence de presse relativement à l'évolution de la situation socio-politique nationale. Faut-il le rappeler, la conférence de presse de ce jour se tient dans cette même salle à moins d'une semaine de celle co-animée par les plateformes CDAP et EDS le samedi 21 décembre 2019, suite au report du meeting de l'opposition qui devait se tenir à Port-Bouet. Mesdames et messieurs les journalistes, il convient de rappeler que le meeting du 21 décembre 2019 avait été autorisé par le maire de Yopougon pour se tenir à la date à la place Sigayo, mais comme vous le savez, le pouvoir RADP unifié a usé de manœuvre en prenant un arrêté municipal signé du maire Gilbert Kafana Koné pour interdire toute manifestation dans la commune de Yopougon du 16 décembre 2019 au 5 janvier 2020. En dépit de l'autorisation obtenue auprès du maire de la commune de Port-Bouet, les autorités de la sécurité sollicitées pour assurer la sécurisation de ce rassemblement ont refusé d'assumer cette responsabilité que la loi leur impose pourtant. Refusant de tomber dans le piège, nous avons décidé de reporter le meeting de Port-Bouet à une date ultérieure. Nous n'avions pas eu tort de refuser de céder à cette énième provocation du pouvoir. Nous rappelons que ces pratiques antidémocratiques du pouvoir RADP unifié visent à museler l'opposition en interdisant
les meetings qui font pourtant partie des moyens d'expression démocratique prévus par notre Constitution. Les événements du lundi 23 décembre 2019 liés au retour au pays du candidat Soro Kibafori Guillaume par un vote privé attendu à 13h25 à la base militaire du GATN donne également dans la confusion avec des accusations graves portées contre lui. 1. Il s'agit de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. 2. D'attentat à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Ces éléments ont conduit à l'émission de mandat d'arrêt international contre Soro Kibafori Guillaume. Au cours de la même journée, plusieurs collaborateurs du candidat Soro Kibafori Guillaume, dont 5 députés, un maire, un ancien ministre et 2 présidents de partis politiques membres de notre coalition, à savoir Soro Kanidi et Sekongo Félicien, ont été interpellés dans l'enceinte de leur mouvement politique par des éléments encagoulés et conduits à la DST. Déférés au parquet le mardi 24 décembre 2019, ils ont été inculpés puis placés sous mandat de dépôt à la MACA pour trouble à l'ordre public, diffusion de nouvelles forces et atteinte à l'autorité de l'État. Par ailleurs, dans la journée du 26 décembre 2019, le procureur de la République nous a appris que des armes, des munitions auraient été opportunément découvertes sans autre précision, rappelant ainsi la prétendue découverte d'armes et de munitions au domicile de M. Koné Kamaraté Suleiman Bissou Koussoul ou de M. Mangwa Jacques, président du conseil régional du Beketo. De même, les écoutes téléphoniques brandies par le procureur de la République ont été qualifiées par ce même procureur d'écoutes de mauvaise qualité à la surprise générale des téléspectateurs et des journalistes restés dubitatifs. Ces activités ressemblent à s'y méprendre à des manœuvres pour faire régner une chape de plomb sur le pays afin d'étouffer toute critique de l'opposition en cette période où le gouvernement devrait s'atteler à préparer des élections justes, crédibles et transparentes en 2020 par la mise en place de structures et d'instruments non conflictuels. C'est pourquoi nous marquons notre surprise, notre indignation et même notre doute devant l'ensemble de ces événements et les dérives dictatoriales répétées du régime RHDP unifié qui violent constamment la Constitution et les principes élémentaires de la démocratie et de l'état de droit. Ainsi, nous attendons du gouvernement qu'il renonce le plus tôt possible à ces pratiques de notre âge pour un climat social paisible, car les Ivoiriens, tous nos compatriotes, rejettent ce climat de terreur entamé par le gouvernement actuel. C'est pourquoi également nous exigeons la libération immédiate de toutes les personnalités politiques et les militants arrêtés et le retour sans condition de toutes celles qui sont contraintes à l'exil, tout en étant à votre écoute, à votre disposition pour répondre aux questions que vous voudriez bien nous poser. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Faites à Abidjan le 27 décembre 2019 pour la conférence des présidents de la président. Voilà, donc voici l'exposé préliminaire que nous avons donné. Je pense que c'est pas tout ça. Ainsi, je vous l'ai dit, tous ceux ici, vous avez sur la table, vous avez le président et le représentant. Les 3 premiers sont autour de moi.
ont été désignés pour répondre à toutes les questions. Éventuellement, ceux qui sont vos experts peuvent aussi répondre s'ils sont éclairés par des questions qui auraient été posées par certaines autorités. Donc, question. Question. Quelqu'un va prendre les noms là. Question. Oui, attends, tout le monde va parler. Bienvenue au film. Le journal Le Bélier Intrépide. Quel journal? Le journal Le Bélier Intrépide. Ok. Oui. Vous pouvez poser la question maintenant? Non, c'est une question. Jérôme, dirige du nouveau réveil. Jérôme, dirige du nouveau réveil. David Yala. David Yala. Yala. Oui, Raphaël Fessette. Yala. David Yala. Afrique du Sud. Le quatrième. Oui. Mario Kouassi, le PDC TV. Mario Kouassi. La dernière liste, le dernier de la liste des 5. Oh bon, ok. Non, la prochaine fois. Donc, moi, avec Yann, Ça, c'est le bélier intrépide. le Bélier Intrépide, c'est bien ça. D'accord. Donc, le premier associé, bienvenue Kofi du bélier intrépide. Micro, je peux parler à haute voix. Tu as le micro là, tu peux. Ok. Ah, vous c'est vrai. Ok. Mais tu peux parler, voilà, pour que vous puissiez entendre. Merci déjà au mot préliminaire. Bon, je voudrais poser une question concernant le mandat d'arrêt du président Guillaume Soro. Alors, dans l'éventualité où M. Guillaume Soro serait arrêté, souhaiteriez-vous qu'il soit jugé par la CPI ou bien par la justice de Côte d'Ivoire? Première question. Ensuite, ce matin, nous avons appris qu'il y a un des votes du PDCI RTA, bien entendu, qui est membre du comité, M. Nassis, le directeur de cabinet, qui serait visité, dont sa résidence serait visitée par les forces de l'ordre. À l'heure où je vous pose cette question, est-ce qu'on peut avoir la position exacte de M. Nassis? Merci. Merci. En ce qui concerne la première question relativement au candidat Soro Diop, je tiens à préciser que ici on parle du candidat Soro Diop, c'est le candidat qui se déplaçait et qui a subi les abus que vous connaissez. Donc nous n'en sommes même pas encore là parce que nous estimons qu'il ne mérite pas d'être arrêté. Donc nous n'envisageons pas cette hypothèse-là que vous évoquez. Parce que nous avons dit tout à l'heure le texte, le procureur lui-même a indiqué qu'à l'instant où il était en train de parler, il ne sait pas tout. Et que c'est la raison pour laquelle ils avaient ouvert une enquête. Donc, dès lors qu'il ne sait pas tout, tous ceux qui ont arrêtés sont présumés innocents. Ils ne méritent pas d'être en prison. Donc, ce que nous demandons, c'est ce que nous avons exigé, qu'ils soient libérés parce qu'ils ne sont pas, ils sont innocents. Lui-même, il a dit,
il a dit effectivement que le texte lui-même n'est pas clair dans certains endroits. Effectivement, que ce soit en écoutant l'audio, que ce soit en lisant le texte, on se rend compte qu'il y a des phrases incompréhensibles. Donc on ne peut pas, sur la base d'un tel document, envoyer les gens en prison. Donc nous ne sommes pas encore envisagés qu'ils soient jugés en Côte d'Ivoire, qu'ils soient jugés à l'extérieur. Pour nous, on n'en est pas encore là parce qu'il est coupable de rien. Voilà. En ce qui concerne un dirigeant du PDC qui serait harcelé, nous ne pouvons considérer ça comme un harcèlement parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ce qui se passe actuellement. Nous l'avons aussi appris, mais nous n'avons pas vérifié. C'est vous qui nous le dites, nous n'avons pas vérifié. Si cela se vérifie, c'est un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir et on demande au pouvoir d'arrêter ces actes de terrorisme le plus rapidement possible. Et que nous condamnons ce comportement s'il est avéré. Voilà. Je voulais ajouter. Le deuxième. Non, il va ajouter quelque chose. Je vais ajouter. Tu veux un micro? Alors, puisque votre question a trait au mandat d'arrêt, je voulais, avec toute la Côte d'Ivoire, tous les démocrates, toute la CDRP, m'étonner d'une singulière concomitance entre l'arrivée imminente du candidat Soro et ce mandat d'arrêt qui lui est imputé au titre d'un certain nombre d'actes délictueux qu'il aurait posés, écoutez bien, il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Ils lui sont reprochés spécifiquement ce détournement d'1,5 milliard et l'acquisition douteuse et frauduleuse d'une propriété avec les deniers de l'État. Sur la deuxième accusation, vous savez très bien qu'il s'agit de faits qui se sont produits pendant que Soro Guillaume Kigafoli était Premier ministre du président Laurent Gbagbo. C'est donc dire que le président Gbagbo, qui a été son adversaire politique et dont il a été l'adversaire politique, n'a rien vu à tout cela. Mais mieux, Soro Kigafoli Guillaume, après le changement de régime, a été président de l'Assemblée nationale jusqu'à une date assez récente. Je souligne entre-temps, mais c'est un rappel à votre attention, qu'au mois de janvier dernier, les 5 et 24 janvier, le président de l'Assemblée nationale, alors sous le feu d'un certain nombre de pressions, a été convoqué, donc à 2 reprises, par l'actuel chef de l'État pour lui demander instamment d'adhérer au RHDP au risque de perdre son poste. Vous savez tous comment cette question s'est terminée. Un procureur de la République, pétri de toutes les règles d'art en la matière au niveau de la justice, qui laisse perdurer des actes aussi délictueux, aussi graves, pour s'en revendiquer 11 ans plus tard, je pense que lui-même doit être mis en cause. Je vous en remercie. Merci. C'est le deuxième là. Jérôme Dri. Je voudrais revenir un peu sur la question que le confrère a posée tout à l'heure, s'agissant des pétitions qui sont en cours. Hier, le procureur, lors de sa conférence de presse, a dit que l'enquête était en cours. Il y aurait d'autres pétitions. Hier, par exemple, on nous a signalé une pétition sur la ministre Afoseta Bamba. Aujourd'hui, c'est au niveau du directeur du cabinet du président Bédier. Est-ce qu'au niveau de CDRP, vous ne craignez pas cette vague de pétitions qui est en cours actuellement au niveau de l'opposition? C'est ma première préoccupation. Comment au niveau de l'opposition? Si on ne crée pas
Est-ce que vous ne tenez pas cette série de pétitions pour... Je comprends. Oui, ok, La vas-y. deuxième préoccupation, c'est que le meeting a été annulé et la mesure jusqu'au 5. Qu'est-ce qui est prévu après le 5? Concrètement, qu'est-ce qui est prévu après le 5 au niveau de l'opposition? Merci. Merci. Bon, je vais répondre par le plus simple, c'est l'annulation du meeting et qu'est-ce qui est reporté, qu'est-ce qui va se passer après le 5. J'ai derrière moi le secrétaire permanent de notre plateforme. De ce point de vue-là, je se concerte avec l'EDS et je sais qu'ils sont en train de travailler sur un programme. Ils sont en train de... Dès que nous aurions fini avec les fêtes, vous serez informés du programme qui aura été élaboré. Vous savez qu'il y a plusieurs formes de manifestation de la démocratie. Donc, je ne peux pas vous dire si ce sera une marche, si ce sera un sitting, mais sachez qu'immédiatement après les fêtes, il y aura une manifestation ou des manifestations qui vont être programmées et qui seront portées à votre connaissance. En ce qui concerne les perquisitions qui se font de gauche à droite, nous en avons parlé tout à l'heure, nous trouvons que c'est un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir, même ceux pour lesquels nous sommes là, c'est-à-dire le candidat Sorobium et les membres des différents partis qui sont pas de lui, nous trouvons que c'est un abus de pouvoir que de les avoir incarcérés, de les avoir jetés immédiatement à la MACA, tout en reconnaissant que le procureur lui-même ne disposait pas de tout le dossier. Donc dès lors qu'on ne dispose pas de l'ensemble du dossier concernant quelqu'un qui a été inculpé, qui a été arrêté, on le remet en liberté, quitte dans le pire des cas à peut-être, j'allais dire, à faire en sorte qu'il soit moins libre. C'est le pire des cas qu'on peut souhaiter là. Mais on ne peut pas le prendre pour aller jeter à la MACA tout en reconnaissant qu'on n'a rien. Et c'est maintenant on va faire des enquêtes pour chercher de quoi il est coupable. Donc, si cela, nous le contestons, nous le condamnons pour ceux qui sont concernés aujourd'hui, il est évident que nous le condamnons 4 fois plus pour des personnes qui ne sont mêlées ni de près ni de loin à la manifestation. Encore que, effectivement, nous sommes solidaires de nos amis de la plateforme. C'est ce que nous pouvons nous exprimons aujourd'hui. Mais, M. Moutri, dont on a parlé tout à l'heure, personne ne dit l'avoir surpris au cours d'une manifestation. Donc ce n'est que des abus de pouvoir. Et nous demandons au pouvoir s'il veut la paix, la stabilité, la paix en Côte d'Ivoire, il faut apprendre à respecter nos constitutions, nos lois. C'est ça. C'est ce que je peux maintenant. Je passe le auteur. Pardon. Oui, alors, sur cette question, je voulais que nous puissions retenir que la CDRP et ses alliés de l'EDS, nous savons dans une guerre, nous sommes dans un combat. Et c'est de bonne guerre que, après avoir fait ce qui s'est passé le 26, le 23, il y a des mesures d'intimidation. Ce qui se passe au domicile de certains d'entre nous, ce ne sont que simplement des actes d'intimidation qui n'effraient personne. Il faut que vous soyez rassurés. La CDRP est debout, EDS debout, le peuple de Côte d'Ivoire debout. Nous n'avons pas peur. Pour répondre directement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous signale que, encore une fois, nous sommes dans un état policier où une dictature féroce règne. Pourquoi? Parce qu'on a instauré, sans le dire, un état d'urgence en Côte d'Ivoire. C'est l'état d'urgence parce qu'il n'y a aucune manifestation possible d'ici au 5. Quelle est la loi qui prévoit cela en Côte d'Ivoire? Nous sommes sous état d'urgence. Alors, je voulais simplement conclure cette partie pour vous dire que sur les activités à mener, vu que le pouvoir nous amène à nous rédire et à nous défier, à défier le peuple, on ne défie jamais un peuple. Alors qu'il s'attend également à la réaction du peuple
quand le peuple aura décidé de réagir. Merci. C'est le quatrième. David Yala, Afrique 27. Merci. Merci. Je suis David Yala, du journal en ligne Afrique 17. J'ai deux questions. La première question, c'est de savoir, actuellement, avez-vous des nouvelles de Guillaume Soro et de sa situation géographique? La première question. La deuxième question, quelle lecture faites-vous de la célérité avec laquelle les événements se sont succédés, je dirais, moins de 48 heures après le départ du président français Emmanuel Macron de la Côte d'Ivoire? Comment expliquez-vous la célérité avec laquelle ces événements se sont déroulés? Merci. En ce qui concerne la situation du candidat Soro Guillaume, nous avons parlé avec les organisations, les partis politiques membres de cette terre. Ils nous ont affirmé qu'ils se portent bien, le moral haut, et je n'ai pas parlé à lui, mais je pense que c'est exact, il ne peut pas me dire le contraire, parce que s'il ne se portait pas bien, je lis à travers les réseaux sociaux ces interventions, donc je pense effectivement qu'il a le moral, qui se porte bien. Maintenant, là où il se trouve, je ne suis pas informé. Là où je voudrais vous dire où il se trouve. Je vois la relation un peu faite au fait avec la présence du chef d'État français. Je dois dire que elle ne m'apparaît pas évidente. Elle ne m'apparaît pas évidente, c'est possible. Mais elle ne m'apparaît pas évidente parce que je n'ai aucun signe qui puisse la tester. Maintenant, la célérité, mais nous-mêmes nous sommes étonnés de la célérité. Toutes les déclarations que nous avons faites, que ce soit la première déclaration que nous avons faite il y a quelques jours, que ce soit cette conférence de presse, nous avons dit que nous avons été surpris par la rapidité et aussi la concordance de l'avènement du mandat d'arrêt. Ce sont des documents, ce sont des dossiers. Il y a un qui existe depuis 2007, comme tout à l'heure M. Ngaba l'a dit. Il y a un qui date de 2017. Il y a de 2007 et de 2017. Et tous ces dossiers, le gouvernement les avait et la police chargée de ces enquêtes les avait. On se pose la question de savoir pourquoi ont-ils attendu pour les faire sortir le jour où ils arrivaient. Alors qu'ils ont un ou deux depuis environ 3 ans, l'autre depuis 12 ans, et ils n'ont jamais fait cas. Et il se trouve que la plupart de ces dossiers, notamment le dernier, il était président de l'Assemblée nationale. Il était tous les jours avec le président de la République. Le président de la République avait le dossier. Donc pourquoi n'ont-ils pas sorti à cet instant-là? Donc on se pose beaucoup de questions. C'est pourquoi nous doutons effectivement du sérieux de ce document, que ce soit l'audio, que ce soit le document, etc., sur le blanchiment d'argent, etc. Donc nous avons des doutes. Et le procureur lui a dit, à l'instant où il parlait, il n'a pas tous les éléments. Et que c'est les enquêtes qui permettront effectivement d'affirmer ou d'infirmer. En même temps, il a ajouté que son rôle, c'est d'accuser. Les autres aussi, c'est de dire s'ils n'ont pas fait, s'ils n'ont pas envie de dire qu'on n'a pas fait. Mais dans ces circonstances, la conclusion aurait été qu'ils soient libres. Et c'est ce que nous exigeons, il faut qu'ils soient libres. Parce qu'ils ne sont pas coupables. Et le procureur l'a reconnu. Bon, la prochaine, le quatrième. PDC. Alors, ma question sera sur deux volets. La première concerne les protocoles de la CDAP. Ne craignez-vous pas, vous les leaders de ce mouvement, d'être en sursis? Et la deuxième question, c'est que cette conférence de presse ici est entre autres pour marquer votre soutien au candidat, vous l'avez précisé, au candidat Soro Guillaume. Est-ce que ce soutien est basé sur la présomption d'innocence ou bien vous affirmez ici de façon très claire que Soro Guillaume est victime d'une cabale orchestrée contre sa personne? Merci. Oui, je dois dire que nous exprimons ici notre solidarité à l'égard
d'un camarade qui milite avec nous. Et nous dénonçons les actes qui sont entrepris par le pouvoir contre lui sans aucune raison, sans être justifié. Ce n'est pas le candidat, mais c'est le militant, le dirigeant qui est avec nous dans la plateforme. La candidature viendra plus tard. Pour l'instant, nous parlons ici. Mais nous constatons que c'est le candidat qui est arrivé. Il y a aussi le citoyen. Le candidat, mais il n'est pas moins citoyen. Et en tant que citoyen, il a des droits. Il faut que ces droits soient respectés. Alors nous dénonçons parce que effectivement, comme vous l'avez dit, ce qui lui arrive peut nous arriver. Ça aurait pu être donc ce n'est pas pour l'instant un soutien à sa candidature, parce que lui-même, il a fait sa candidature à l'étranger et il venait informer ses militants. Mais ce que nous comprenons bien, effectivement, en tant que candidat, il a le droit d'user de tous les moyens légaux dont il peut disposer pour le faire. Enfin, des gens font des campagnes dans les avions. Même à Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens font des campagnes en hélicoptère. Donc, on ne peut pas lui reprocher d'avoir loué un avion personnel pour... Si tant est que c'est ce qu'on lui reprochait. Donc, nous le soutenons parce que nous militons ensemble, nous combattons ensemble pour qu'il y ait un état de droit en Côte d'Ivoire et si lui arrivait ce qui lui est arrivé aujourd'hui, il y a quelques jours, notre devoir c'est de le soutenir et lui apporter notre soutien dans cette épreuve. Maintenant, est-ce que nous-mêmes devons avoir peur? Pourquoi devrions-nous avoir peur? La politique, quand on la fait, il faut savoir qu'il y a des risques. Encore que c'est ici qu'il y a des risques, parce qu'en démocratie, l'essentiel c'est de respecter les droits, les règles, mais il se trouve qu'en face de nous, l'opposition qui respectons les règles, la Constitution, nous avons des gens qui n'ont aucun égard, alors pas du tout aucun égard pour les règles. Quand ça les arrange, ils font semblant d'exécuter les lois. Quand ça ne les arrange pas, ils les affranchissent allègrement et bon, ils s'attaquent à autre chose. Mais nous sommes respectueux. Et je dois dire, et nous qui sommes là le savons, s'il y a la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire, s'il y a la sérénité, c'est grâce à l'opposition. J'entends souvent des gens dire l'opposition en Côte d'Ivoire, etc. C'est parce que nous sommes là, nous respectons les lois, mais sinon en face, ceux qui doivent donner l'exemple, ceux qui gouvernent, ils doivent la responsabilité de la paix en Côte d'Ivoire leur incombe en premier lieu. Mais nous respectons. Mais il est évident que dans la Constitution, dans la démocratie, il y a aussi des règles que nous allons bientôt mettre en application. Je voudrais ajouter que le candidat Soro Diom n'est pas un citoyen ordinaire. Le candidat Soro Diom a été Premier ministre, 2 fois Premier ministre, et président d'institution. Je pense que la loi ivoirienne, la constitution ivoirienne, inscrit qu'il faut traiter différemment les autorités, même si elles sont plus en force. Donc il ne méritait pas l'humiliation qu'on a tenté de faire subir à ce citoyen qui n'est pas un citoyen ordinaire. Je tenais à le préciser, et qu'aujourd'hui on a le sentiment que la politique a pris le pas sur le droit, et qu'aujourd'hui tout est décidé au niveau politique, et on a eu même le sentiment que le procureur de la République avait des dossiers qu'il ne maîtrisait pas. Véritablement, quand lui a passé, il était tellement mal à l'aise qu'il transpirait à grosse gouttes. Je pense que moi on a pu comprendre que le dossier, il n'est pas tout le dossier, il n'avait même pas les dates, il n'avait même pas les lieux, il a des photos d'armes qui l'ont saisi, il ne savait même pas où ça a été saisi, il ne pouvait pas préciser tout ça. Donc nous sommes dans cette situation où véritablement il faut faire très attention. La politique et le président de la République est au-dessus de tout, au-dessus de notre constitution, et qu'aujourd'hui il a le droit de vie et de mort, selon lui, sur chaque Ivoirien. Il faut que les Ivoiriens puissent réagir par rapport à ça pour ne pas se faire malmener comme nous avons tendance à le voir et à le subir. Merci. Merci. On nous demande si nous ne nous sentons pas en sursis. Alors, il faut bien remarquer que les pressions
et les intimidations, des fois très violentes, envers le président de l'Assemblée nationale ont surgi brusquement et se sont intensifiées à partir du 8 février, date de sa démission. C'est à partir de là qu'on a commencé à le persécuter. Mais si tout est géré, si tout est bouclé, pourquoi on l'empêche de rentrer? Si tout est géré, si tout est bouclé, pourquoi on nous impose une CEI totalement inféodée au pouvoir? Si tout est bouclé et si tout est géré, pourquoi, merci à Dioumani, ils sont obligés d'enrôler des étrangers pour gonfler la liste électorale? Pourquoi? Mais si tout est bouclé, si tout est géré, pourquoi on retient Bako là-bas? Tout le monde sait que dès que Bako met les pieds ici, tout est gâté. Alors, c'est eux-mêmes qui sont en sursis. C'est eux qui sont en sursis, c'est pas ça. Merci. Merci. Nous ouvrons une dernière liste de 5 intervenants. Oui. Le nom. Un deuxième. Oui. Toi, Eric Gaouzi, le canal de 16 000 francs. Eric Gaouzi, le canal de 16 000 francs. Quel organe? Canal ex-TV France. Troisième. Ok, donc, il y a deux inscrits. Il y a un troisième. Ah bon, bon, on va te faire la métier de reconduire. Oui, bienvenue. Kofi. La dernière liste. Ok. Kofi. Donc, JB Kwadjo, du Nouveau Réveil. Merci. Dans un communiqué signé de Maître Foussette Abamba, elle a indiqué que Soro ne reconnaît qu'une seule déstabilisation, celle du 19 septembre 2002, pour le compte de l'actuel président de la République. Comme l'opposition a perçu cette révélation de taille, et l'opposition pourrait, est-ce que l'opposition pourrait exiger que lumière soit faite sur cette révélation? Merci. Merci. Effectivement, nous tous avons entendu cette déclaration qui a été faite par Maître Lamine. Je dois dire que ce n'est pas tout à fait c'était en Côte d'Ivoire. C'est peut-être une révélation de plus, mais je pense qu'il y a de cela quelques années, il y a un chef rebelle, le nom m'échappe, qui dans la région de Séguéla avait affirmé clairement pendant la période de la rébellion qu'il travaillait pour le compte de M. Alassane Ouattara et qu'ils étaient payés pour lui. C'est le Ousmane. Je pense que vous l'avez entendu. Pour Zakaria, il a dit en 2004, 2005, 2006, en tout cas avant 2010, il a dit clairement que nous travaillons pour le compte de M. Alassane Ouattara. Il nous paye, c'est lui notre patron, et il a dit qu'il leur donne la nourriture. Mais je me souviens effectivement qu'un jour, le président Alassane Ouattara s'est fâché, il a dit qu'il ne le connaissait pas, qu'il ne l'a jamais rencontré, qu'il ne l'a jamais vu. Donc, il vient simplement de confirmer, et c'est ça que je niais. Mais je pense que si nous avons une justice qui joue son rôle, le procureur doit s'en saisir. Le procureur doit s'en saisir parce que maintenant, il y a un aveu. Il y a un aveu. C'est M. Soro qui était le chef de la rébellion. Il dit oui, la seule atteinte à la sécurité de l'État que je reconnais avoir faite, c'est en 2002 et c'était pour le compte de M. Alassane Ouattara. Donc le procureur, je pense qu'on attend de voir qu'il va jouer son rôle. Donc on attend le procureur. Voilà. C'est la question. On attend.
Maintenant, la deuxième, c'était quoi la question? Non, la deuxième question, c'était... Non, c'était non, nous attendons d'abord le procureur, c'est d'abord son rôle. C'est son rôle. On attend, maintenant, on prendra acte après. Et je pense que le président, c'est un bon procureur, il va réagir. Alors, sur la même question, nous sommes en face, comme vous le dites, d'une révélation, mais le président orateur, le président Ouattara, Nianzier, disait bien que ce n'est plus un secret pour personne. De la même manière qu'un certain nombre d'autres dossiers sur les crimes à l'Ouest et d'autres dossiers, l'assassinat, les prétendus assassinats à Bobo, etc., les faux dossiers montés à la CPI, et bien, tous ces dossiers-là devraient, par ce procureur-là, faire l'objet d'investigation. L'intention, je subodore, l'intention de Afro-Siaka Bamba-Lamine, en faisant cette fausse révélation, c'est de bien montrer qu'au lieu de se focaliser sur la personne de Soro Kibakore Kiyo, peut-être que les donneurs d'ordre sur tous ces crimes, sur ce grand désastre qui s'est abattu sur la Côte d'Ivoire, que le donneur d'ordre est peut-être ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Le deuxième intervenant, Eric aussi. Yannick. Alors, je voudrais savoir, la caméra pour moi, quelles sont les solutions de médiation pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire, pour qu'on ait une élection apaisée pour 2020. Je n'ai pas bien entendu. Je voudrais savoir quelles sont les solutions que vous aurez à proposer au gouvernement pour qu'on ait des élections apaisées. Quelle est votre médiation que vous aurez à présenter au gouvernement pour que Soro puisse rentrer en Côte d'Ivoire pour qu'on ait des élections apaisées et que les Ivoiriens retrouvent la paix définitivement? Ouais. On a déjà dit dans notre première déclaration, on l'a dit tout à l'heure ici, mais je pense que vous imaginez que nous puissions le répéter pour que les uns et les autres puissent l'entendre. Donc je laisse la parole au président ici, qui va répéter déjà ce que nous avons à mettre prise indiquée ici. Il faut retenir une chose, c'est que nous voudrons qu'il y ait une véritable réforme de la CEI. Nous voulons une CEI qui soit consensuelle. Le point de départ, c'est la CEI. Et nous espérons que le président de la République pourra entendre notre voix pour que nous assignions de nouveau autour d'une table, pour revoir la composition et surtout, c'est même pas seulement la composition, mais revoir la loi qui met en place la CEI. Faire que nous ayons une CEI qui soit réellement indépendante et qui ait des moyens, aussi bien financiers et sécuritaires, pour pouvoir mener sa mission en toute indépendance. Nous avons fait des propositions à ce niveau et nous pensons que c'est une approche, l'une des meilleures propositions que nous faisons, où les partis politiques se sont éloignés des actions opérationnelles de la CEI, les partis politiques se contentant tout simplement d'être dans une structure de contrôle de ce qui va se faire. Nous pensons que c'est le point de départ, puisque c'est la CEI qui va dans un premier temps recevoir les candidatures, les traiter, rejeter certaines candidatures déjà qui n'intéressent pas, et faire en sorte que ces candidatures qui ne seront pas retenues, que ça se fasse au regard de la loi et que ce ne soit pas de façon arbitraire que les choses se fassent. Donc, le point de départ, c'est cela. Il faut que nous retenons cela. La bataille, nous l'avons déjà dit. Notre bataille aujourd'hui, c'est la CEI. Et c'est le point de départ de toute notre lutte à ce niveau par rapport aux élections. Merci. Avant de passer la parole au dernier, je voudrais dire que sur ce point-là, parce qu'ici, nous, à notre plateforme, nous avons compris une chose, que tout le remue-ménage qui intervient autour de M. Soro, autour de ses partisans, de ses mouvements qui sont proches, n'ont rien à voir avec les délits qu'on nous a présentés. Ça n'a rien, absolument rien. Le seul délit, si on peut considérer ça comme un délit,
Mais le seul prétexte, ce sont les élections. Ce sont les élections. Donc, nous considérons que le gouvernement veut prendre au prétexte des faux délits pour régler le problème des élections, faire en sorte que d'étouffer, prendre des velléités pour étouffer et les partis politiques et les candidats pour que plus personne ne s'exprime. En vérité, c'est ça. Mais sinon, tout ce qu'on nous présente là, le délit d'attentat, c'est pas territoire, délit de vol, etc., c'est pas le véritable prétexte, ce sont les élections. Et nous avons bien compris cela. On nous demande d'arrêter et de conduire les élections telles que les citoyens la souhaitent, pour que nous allons après que les élections se passent dans les meilleures conditions. Merci. Bienvenue pour finir le dernier. Le ministre, ok, merci bien. Bon, je voulais poser une question. Je reviens vers vous pour savoir, parce qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Au même moment que vous dites que vous allez participer à cette élection de 2020, vous n'êtes même pas représenté dans le processus aussi capital comme la CEI qui est chargée d'organiser les élections et après les élections. Alors, par quel coup de bâton magique vous prétendiez, bien entendu, à remporter les élections si véritablement les élections ont lieu en 2020? Et ensuite, je voudrais vous demander, je voudrais savoir, étant donné que vous vous réclamez opposition significative, pour la première, bon, peut-être que pas pour la première fois, mais pour peut-être une fois, je ne suis pas bien informé, mais le président français est venu en Côte d'Ivoire, sachant, bien entendu, que la Côte d'Ivoire traverse les moments difficiles de son histoire, n'est pas issu de rentrer en contact avec l'opposition significative dont vous êtes. À cet effet, je voudrais que vous éclairiez vos militants et sympathisants. Je vous remercie. Je voudrais dire que le fait de n'avoir pas été reçu par M. Macron, pour nous, n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une catastrophe. Encore que, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a une part de la délégation de M. Macron qui a rencontré des dirigeants d'opposition. Encore, il y a une partie de la délégation de M. Macron qui a rencontré des dirigeants d'opposition. Je pense que si M. Macron a envoyé des émissaires à la rencontre de l'opposition, j'imagine que c'est pour les écouter. Donc, pour nous, encore que pour nous, il n'aurait pas fait, pour nous, ce ne sera pas une honte. Ce ne sera pas une honte, parce que nous considérons que nous sommes un pays souverain, il nous faut régler nos problèmes, mais si les gens peuvent nous aider, tant mieux. Mais s'il n'y a personne pour nous aider, nous nous battons nous-mêmes. Mais encore qu'il a fait, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir eu contact avec des membres de l'opposition. Cela a été fait. Voilà. Maintenant, vous nous dites que vous n'êtes pas dans le processus comme vous allez faire. Mais quand vous écoutez régulièrement nos conférences de presse, qu'elles soient faites par ETS et puis notre plateforme, qu'elles soient faites par nous-mêmes, qu'elles soient faites par le RPI, est-ce que vous avez entendu un membre de ces deux plateformes dire qu'on a fini avec la CEI? Pour nous, la CEI n'existe pas. Pour nous, la CEI n'existe pas. Elle sera refaite, nous n'y aura rien. Elle sera refaite, pour nous, elle sera refaite. Et peut-être que vous ne savez pas, je vais vous donner des informations aussi comme par rapport à la rencontre avec les partis d'opposition et M. Macron. Est-ce que vous savez qu'il y a 1 mois et demi, M. Alassane Ouattara a écrit aux Nations Unies pour que les Nations Unies envoient une délégation pour venir rencontrer l'opposition et qu'elle nous a rencontrés. Et quand elle nous a rencontrés, nous avons été prêts à dire pourquoi vous venez nous parler de la commission électorale indépendante alors que le gouvernement dit que ça allait finir. Ils sont c'est pas fini. Nous on dit ne peut pas dire ça. J'y étais. Nous on dit on ne peut pas dire ça parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc pour nous, rien n'est fini. Rien n'est fini. Donc, quand vous n'êtes pas informé, mais je pense que vous avez fait la question pour le savoir. Il y a une délégation pour aller au PNUD, ils vous diront le chef de la délégation qui était venu, et je pense qu'ils sont partis. Mais on n'a pas de rapport. Et vous savez également qu'auprès de la Cour africaine des droits de peuple, il y a le fond de l'affaire qui est en train d'être étudié. Je ne parle même pas de la délégation à laquelle le gouverneur de la République de Côte d'Ivoire a envoyé une lettre pour leur demander de venir rencontrer l'opposition pour qu'on puisse savoir comment régler ces problèmes-là. Voilà, je vais vous expliquer dans cette question. Je pense que, voilà. Encore merci d'être venus aussi nombreux.
d'avoir été aussi attentifs et nous sommes convaincus que nous aurons un bon traitement dans vos journaux, l'histoire fidèle à tout ce qui a été dit ici. Au nom du président Nicolas Bédier, qui est le président du président de la plateforme, au nom du secrétaire permanent des collaborateurs, au nom de tous les présidents de la plateforme, je voudrais vous dire merci. Et comme je vous le dis, incessamment nous vous inviterons et vous saurez effectivement quelles sont les dispositions que nous avons prises pour faire face à la situation dans les jours à venir. Merci et bonne soirée. Merci.